Thomas Frank, Pourquoi les pauvres votent à droite, chapitre 3. Dieu rencontre Mammon. Une même caractéristique rassemble les différents groupes qui composent la population du Kansas. Les millionnaires et ceux qui vivent dans les caravanes, les fermiers, les propriétaires de brocantes, les bouchers et les dirigeants d'entreprises. Ils sont pratiquement tous républicains. Même Garden City, capitale de la conserverie de viande, a très majoritairement voté pour George W. Bush. Quand une poignée de quartiers du très riche Johnson County a voté pour Al Gore. Ville ouvrière très syndicalisée et autrefois l'une des rares places fortes des démocrates du cru, Wichita est devenue, dans les années 90, l'un des principaux bastions républicains du Kansas, puissante forteresse où se mènent les guerres contre l'avortement, l'évolutionnisme, l'interprétation souple de la Constitution et la fluorisation de l'eau potable. Il n'y a pas si longtemps, le Kansas aurait réagi à la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui en faisant payer très cher les coupables. C'était une loi politique aussi prévisible que ce qui se produit quand on approche une allumette d'un bidon d'essence. Quand le monde des affaires escroquait les fermiers et les travailleurs, quand il élaborait des stratégies monopolistiques tous azimuts, dépassant même ce que pouvaient imaginer les populistes, quand il flouait les actionnaires et licenciait sans remords des milliers de travailleurs, vous pouviez être certain de ce qui s'ensuivrait. Plus aujourd'hui. Au Kansas, le mécontentement ne mène que dans une seule direction, à droite. À droite et encore à droite. Ôter la sécurité de l'emploi aux citoyens du Kansas contemporain et il court tout droit s'inscrire au Parti républicain. Expulsez-le de sa terre et vous apprendrez bientôt qu'il défile devant les cliniques qui pratiquent l'avortement. Dilapider toutes ses économies dans des séances de manucure pour patrons d'entreprise, et il y a de grandes chances pour qu'il adhère à la John Birch Society. Mais parlez-lui des remèdes que ses ancêtres proposaient, syndicales ou antitrust et propriété collective, et vous pourrez aussi bien évoquer l'antique époque de la chevalerie. Les mots dont nous parlons ici, la dépopulation, l'essor des trusts agroalimentaires, la réorganisation générale du mode de vie en faveur des plus riches, existent à présent depuis 10 ou 20 ans. Personne ne nie qu'ils existent et qu'ils continuent d'exister. Ce n'est pas que le Kansas ne soit pas en colère. Non, la colère est ici une culture qui rend exceptionnellement bien. Et le Kansas a produit suffisamment de cette fureur pour en pourvoir tous les hommes et les femmes et enfants du pays. Le Kansas est en pleine rébellion. L'État est en armes. Mais aucune de ces armes n'est dirigée vers le vrai coupable. Les habitants du Kansas n'ont cure des questions économiques, se réjouit le sénateur républicain Sam Brownback, un homme qui croit que la cause de la pauvreté est plus spirituelle que mécanique. Le 24 janvier 1996, dans un discours où il se félicitait que Billy Graham ait reçu une médaille du Congrès, Brownback avait déclaré alors qu'il n'était encore qu'un nouveau venu. Monsieur le Président, quand je me déplace dans votre circonscription de l'Est du Kansas et que je parle aux gens là-bas, je leur demande s'ils pensent que les problèmes les plus graves que nous ayons affrontés en tant que nation sont moraux ou économiques. Est-ce que les problèmes sont des problèmes économiques ou des problèmes de valeur? À peu près à chaque fois, ils sont 8 ou 9 contre 1 pour dire que les problèmes sont plus moraux qu'économiques. Il y a des problèmes avec la famille et la désintégration de la famille. Il y a des problèmes de drogue. Il y a un problème avec la criminalité, avec ceux qui ne veulent pas travailler, avec ceux qui veulent des choses que s'ils y réfléchissaient à deux fois, ou si leurs critères moraux étaient plus exigeants, ils ne le feraient certainement pas. Des réflexions sur les origines métaphysiques de la pauvreté se trouvent dans un texte qu'il a écrit sur William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut. Et merci pour le follow. Les habitants du Kansas ne se penchent que sur des questions essentielles, telles que, par exemple, la pureté de la nation, les salaires décents, une législation juste
Une législation juste à même de sauver les régions rurales, le destin des petites villes et même de celle dans laquelle ils vivent, tout cela passe après la théorie de l'évolution. Il faut chasser des manuels scolaires et que nous avons sapé par tous les moyens imaginables. Écoutez nos dirigeants sonner l'alali contre les sujets du moment. Ce que nous vivons actuellement, c'est une crise spirituelle. J'ai mis le représentant du Wichita au congrès, Todd Tiard. Ce qui nous motive, selon David Kittrich, un des principaux dirigeants du plus important mouvement anti-avortement de l'État, c'est notre dégoût pour la décadence de la morale de la société. Quant au Galad, conservateur local, David Miller, il rugit devant son armée d'adeptes. Notre Amérique, comme notre Kansas, connaît une véritable crise morale. Il nous faut devenir vertueux pour suivre les instructions, pourtant parfaitement claires, des pères fondateurs. Si nous n'y parvenons pas, c'est toute notre culture qui pourrait disparaître. Et les auteurs de Capitol Hill, le grand Brownback dénonce le gangsta rap, fulmine contre la recherche médicale sur les cellules souches et exige que le Sénat lance une enquête sur le déclin culturel de l'Amérique. La stratégie de l'État pour mener cette croisade en faveur de la restauration de l'âme américaine s'est avérée audacieuse et décomplexée. Le Kansas a recherché dans ces lieux de culte les personnalités les plus agressivement pieuses qu'il puisse trouver et les a élevées aux postes de responsabilité publique les plus prestigieux. D'où ces porte-paroles sacro-saints sont censés abouiller et exorciser le monde de ses péchés. Pour expliciter ces projets politiques, le président du parti républicain du Wyandotte County déclara un jour à un journaliste « Je suis chrétien et mon objectif premier est de bâtir le royaume de Dieu. » Nous avons également comme représentant du centre du Kansas au Congrès la légendaire star de l'athlétisme Jim Ryan, qui prétend s'être présenté à l'élection parce que Dieu le lui a demandé et est tout fier de se souvenir de la date exacte à laquelle il est devenu chrétien. Lors d'une de ses tournées électorales, Ryan électrise la foule de ses partisans en parlant une langue inconnue. Et en 1955, il publia un article où il décrivait l'univers hyperprotecteur qu'il impose à sa progéniture féminine. Si un jeune homme est attiré par une jeune femme, il commence par prier pour l'aboutissement de cette relation. Avec le feu vert de Dieu et de ses parents, il peut alors rencontrer ceux de la jeune fille en question. Les parents prient de leur côté, et si la jeune fille éprouve un sentiment réciproque envers le jeune homme, son père discute avec le jeune homme de la manière de faire la cour. Le jeune homme jouit alors des deux feux verts de la part du Tout-Puissant, mais il ne s'agit pas encore de commencer à courtiser la jeune fille. Il faut à présent prouver, à la plus grande satisfaction de Jim, qu'il est spirituellement et financièrement prêt à se marier. À l'évidence, Ryan veut d'abord voir l'argent. Venu tout droit de Wichita, nous arrive à présent Todd Tiart, un personnage essentiellement connu pour son irréprochable coupe de cheveux qui mène campagne dans les églises de la ville et pimente sa conversation de références bibliques. « Sont-ils stagiaires avant tout ?» déclarait-il triomphant déclarait triomphant notre Tiart au Wichita Eagle à l'occasion de son écrasante victoire sur l'éternel élu démocrate du coin, c'est de ramener l'Amérique vers Dieu. Ou plus exactement, de réprimander l'Amérique pour son impiété. En 1998, Tiart reprocha à 3 reprises au pays d'avoir perdu son âme en tournant le dos à Dieu et aux valeurs familiales. Si Tiart est d'un tempérament fougueux, celui de Sam Brownback est plus réfléchi. Et son verbe est plus suave. Il fait figure d'intellectuel chez les conservateurs du Kansas. Si parler des langues inconnues est la marque de fabrique de Ryan, la signature personnelle de Brownback est d'avoir un jour lavé les pieds, à la manière du Christ, à l'un de ses assistants qui quittait son service.
Un politicien chevronné du Kansas que j'ai rencontré a qualifié cet événement de harcèlement religieux. Quand ton patron te dit enlève tes chaussures, qu'est-ce que tu peux faire? Si les conservateurs du Kansas aiment traditionnellement les réunions de campagne bruyantes et épuisantes dans les lieux de culte appartenant au protestantisme, le plus débridé, le moins hiérarchique, charismatique pentecôtiste, assemblée de Dieu, Brownback préfère pour sa part l'approche plus paisible des catholiques, voire des ultramontains. Salut HS. En 2002, il s'est converti au catholicisme sous la supervision de John McCloskey, un des papes de l'Opus Dei américain, organisation ultra-conservatrice connue notamment pour son soutien au régime franquiste. Mais l'Opus Dei n'est pas le seul pseudo-culte ultra-conservateur auquel Brownback a décidé de se lier. À Washington, il vit dans une maison occupée par un groupuscule chrétien baptisé la Famille ou la Confrérie, qui semble s'être donné pour mission de faire se rencontrer les législateurs, capitalistes et directeurs venus de toute la planète et étudier les recettes managériales d'Adolf Hitler. Je n'exagère nullement. La vie quotidienne et les croyances de la famille sont décrites dans les moindres détails par le spécialiste des religions Jeffrey Charlett. Lorsque je l'ai interrogé sur les très nombreuses et alarmantes références à Hitler que font les membres de la famille, il a évacué la question de la manière suivante. Le regard de la famille sur l'idéologie de Hitler n'est pas tant d'ordre philosophique que d'ordre organisationnel. Les membres du groupe ignorent le fait que l'organisation, dans son acceptation la plus dégradée, était justement au cœur du fascisme hitlérien, et préfèrent insister sur le compagnonnage que Hitler avait su faire naître au sein de son élite d'encadrement. La famille aspire à ce genre de lien. Des références à la vision qu'avait eu Hitler du destin de l'Allemagne sont fréquentes dans les discours du groupe. Sans compter qu'il est intéressant de faire remarquer que cette vision est née au sein d'un groupe de camarades rêvassant au fond d'une brasserie. De la même manière, le responsable d'une des cellules de prière économique, militaire et politique de la famille pourrait bien, à son tour, transformer l'Amérique. C'est du moins ce qu'espère ce membre. Aussi bizarre que puissent paraître ces éruptions de fanatisme, elles ne suffisent pas en elles-mêmes à disqualifier tous ces hommes. Ce qui fait du Kansas un cas si spécifique et si dysfonctionnant, c'est que dans tous les cas, les élus de cet État allient cette piété ostensible à des objectifs politiques qui ne font qu'aggraver, si possible, les problèmes concrets du Kansas. Le fondamentalisme protestant, souvenons-nous-en, n'est pas obligatoirement favorable au monde des affaires. N'a-t-il pas d'ailleurs offert autrefois au monde un William Jennings Bryan, que bien des gens considéraient comme une sorte d'anarchiste, mais même si le Kansas se consume sur le bûcher funéraire du libre marché, tous les élus politiques dont nous venons de parler sont autant les apôtres dévoués de la doctrine du libre marché que de l'enseignement de Jésus. Désolé HS, j'ai pas le choix de faire les imitations, c'est que des gens de droite. De turbo méga droite. Obligé. Je peux pas assumer les mots avec ma vraie voix. Tous, par exemple, ont été extrêmement bien notés par la Chambre de commerce pour leur vote en faveur du monde des affaires. Et tous se sont personnellement voués à la cause sacrée des conservateurs, qui consiste à déréguler l'activité industrielle, démanteler le gouvernement et faire de l'État social une véritable peau de chagrin. Jim Ryoun, par exemple, peut bien avoir élevé un mur pour protéger ses filles de notre culture lascive. Il n'est pratiquement aucun aspect de l'orthodoxie entrepreneuriale qu'il n'ait intériorisé et adopté. Il a comparé la politique économique américaine des années pré-Reagan à l'Union soviétique et soutenu les cadeaux fiscaux accordés aux riches sous prétexte que ces derniers ont besoin de motivation pour continuer d'apporter leur contribution héroïque à notre société. Il a soutenu l'abrogation des droits de succession sous le prétexte fallacieux que cette abrogation profiterait aux exploitations familiales. La pression exercée par les républicains en faveur d'une abrogation des droits de succession fut souvent présentée comme une manière d'aider les petits fermiers en difficulté. Coucou Émiole.
Mais les plus grands bénéficiaires et de loin de cette mesure seront les plus riches. En effet, le pourcentage des biens taxés chaque année dans le cadre des droits de succession concernant des propriétés agricoles est bien faible. Et un spécialiste de l'économie agricole de l'université de l'Iowa affirmait en 2001 que même après avoir étudié de près le sujet depuis 25 ans, il n'avait jamais rencontré un seul cas dans lequel une famille aurait perdu sa propriété à cause des droits de succession. Le problème, c'est le revenu agricole et la concentration des entreprises dans ce secteur, écrivait un fermier du Missouri dans un très bon article sur le sujet. Les droits de succession ne sont même pas au programme des objectifs politiques agricoles pour lesquels les petits fermiers se battent. Et donc, il a même mis en place il a même mis en doute la réalité du réchauffement climatique et mis la crise énergétique californienne non pas sur le compte de la dérégulation du secteur, mais sur celui des dirigeants de cet État qui interfèrent avec le libre marché. On peut ainsi faire défiler toute la liste et vérifier les sujets les uns après les autres. Je n'ai pas pu trouver un seul point de l'ordre du jour entrepreneurial auquel aurait pu s'opposer le profond christianisme de Rion. Todd Tiart était cadre chez Boeing avant d'être élu au Congrès. Peut-être encore plus farouchement dévoué que Rion lui-même aux intérêts du monde des affaires. Il s'est rendu célèbre à Washington pour son hostilité obstinée envers le département à l'énergie. Selon les démocrates survivants de Wichita, ce qui les caractérise avant tout, c'est sa haine des syndicats. En 1992, le Wichita Eagle résuma de façon lapidaire son attitude à l'égard des sujets non religieux. Il déteste le gouvernement en général, même si Boeing dépend massivement des commandes du département de la Défense. Dans un article publié par le Wichita Eagle, avant que Tiart ne soit élu pour la première fois au Parlement de l'État, ce dernier réclame la privatisation des prisons, déclare que certaines personnes sont pauvres parce qu'elles sont destinées à l'être, et prétend que les programmes sociaux sont inefficaces. 4 ans plus tard, le même journal remarquait que ce croisé de la morale était devenu le chouchou des industriels de Wichita. Lorsque Koch Industries, groupe pétrolier et gazier local qui finance des journaux et des think tanks droitiers, en plus de politiciens, lança une collecte de fonds en faveur de Tiart, le journal parut surpris du chemin parcouru par ce jeune homme à la verve si populaire. Selon le Wichita Eagle, il fait partie de la nouvelle génération de conservateurs républicains, et ses idées sociales sont celles dont parlent la plupart des gens. Mais ce qui chez lui intéresse le plus les milieux d'affaires, c'est sa vision économique. Tiart est faroucheusement infavorable à l'entreprise, profondément méfiant vis-à-vis du gouvernement, convaincu qu'il est que Big Brother est tapis derrière des volumes et des volumes de réglementation. Mais de tous ces personnages, c'est bel et bien Sam Brownback, membre d'une des plus riches familles de l'État, qui a rendu les services les plus signalés, aussi bien à Dieu qu'à Mammon. Les admirateurs de Saint-Sam vous parleront de son humble mais extrêmement médiatisée frugalité et rappelleront ses guerres, très médiatisées également, contre le clonage humain ainsi que son soutien aux chrétiens persécutés du tiers-monde. Mais qui les empêche de se pencher un peu sur la série d'événements qui ont propulsé Brownback sur le devant de la scène publique en 1993. À cette époque, il travaillait dans l'ombre comme responsable du département de l'agriculture du Kansas. Position assez discrète, mais d'une importance considérable, qu'il occupait depuis 1986. Non pas qu'il eût été élu à ce poste, ni même qu'il y ait été nommé par un élu quelconque. Non, ce département était à l'époque un curieux reliquat du XIXe siècle qui ne devait rien aux élections. Brownback avait été choisi par le plus gros intérêt agricole de l'État, par ces mêmes intérêts qu'il était chargé de surveiller. Par exemple, lorsqu'il décida que la limitation de l'usage des herbicides était du seul ressort de l'usager,
Brownback agissait ainsi en tant qu'instance régulatrice administrative, mais du genre de celles que les conservateurs apprécient particulièrement, c'est-à-dire qui sert les intérêts de l'industrie privée plutôt que l'intérêt public. Fort malheureusement, le monde si paisible de l'agriculture du Kansas fut complètement chamboulé par une action en justice dénonçant le caractère inconstitutionnel de cette mesure. Brownback fut alors contraint de faire son chemin dans la vie en utilisant d'autres voies. L'herbicide en question est l'atrazine. En tant que responsable, Brownback avait rendu les limitations de l'usage de l'atrazine au bon vouloir des agriculteurs, plaçant ainsi les intérêts des gros exploitants avant la santé de tous les autres. Le procès se conclut sur la décision de la Cour de grande instance du Kansas selon laquelle le département de l'agriculture de Kansas n'avait pas respecté la disposition du 14e amendement de la Constitution, dite à un individu, un vote. Brownback et ses amis firent appel à cette décision en 1994, mais ils perdirent à nouveau. Représentant de la nouvelle génération des congressistes républicains élus en 1994, Brownback endossa le rôle d'outsider complet, travaillant dans un modeste bureau où il avait inscrit sur un tableau le montant de la dette publique nationale et dénonçait sans relâche le rôle joué par l'argent privé en politique. Il écrivit même une pieuse méditation sur la différence entre l'ambition spirituelle et l'ambition pécheresse, et mondaine qui tente trop souvent les membres du Congrès américain. Le groupe d'élus à la tête duquel se trouvait Brownback fut baptisé les Nouveaux Fédéralistes. Néanmoins, Brownback découvrit assez rapidement que les deux ambitions pouvaient s'avérer judicieusement complémentaires. Au cours de sa campagne pour l'élection au Sénat de 1996, il fut matériellement soutenu par un obscur groupe industriel baptisé Triad Management Services, qui lui versa suffisamment d'argent à la dernière minute pour brouiller les messages de son adversaire. Brownback célébra sa victoire au cours d'une réception financée par l'US Telecom Association, puissant lobby d'un secret industriel dont le sénateur Brownback allait par la suite soutenir les doléances en matière de dérégulation. Ce faisant, il allait apprendre à apprécier les vertus de l'argent privé en politique. Trouvant même là une excellente raison de voter contre la proposition de loi sur le financement public des campagnes électorales présentée par McCain et Feingold. C'est ainsi avec notre ami Brownback, cet homme possédant de solides principes en matière de politique semble devoir épouser les intérêts des industries privées presque sans se soucier de ce dont il s'agit exactement. C'est également vrai, même lorsque les intérêts en question sont ceux de secteurs industriels que Brownback considère comme la source de tous les maux américains. Ce fut le cas en 1993, lorsque l'une des commissions sénatoriales auxquelles participait Brownback fut chargée de se pencher sur le problème croissant du monopole dans le secteur radiophonique, depuis sa déréglementation 7 années auparavant. Bien sûr, Brownback s'était rendu célèbre en dénonçant la vulgarité et les fausses valeurs de l'industrie culturelle, ainsi que le dommage qu'elle avait apparemment causé à l'âme de l'Amérique. Il n'aurait donc pas pu avoir besoin d'y réfléchir à deux fois pour saisir cette occasion de serrer la vis à cette industrie. Après tout, comme le souligne l'observateur critique des médias Robert McChesney, le lien entre la propriété des médias, la soif de profit et le contenu indigent de ces mêmes médias devait s'imposer à quiconque possède des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Pour McChesney, la vulgarité est liée au contrôle industriel et au marché fortement concentré et à peine semi-compétitif. Pour de nombreux conservateurs, la bataille de la radio était le moment de vérité. Si quelqu'un était véritablement inquiet de la vulgarité des programmes, c'était là l'occasion de le prouver. C'est pour cette raison, comme le dit McChesney, que certaines des guerres culturelles de droite furent ravies de se rallier à la campagne contre une dérégulation accrue de la législation de la propriété médiatique. Mais Brownback ne fut pas du nombre. Coincé entre l'occasion de défendre les intérêts de l'industrie et celle de faire réellement quelque chose contre la puanteur culturelle qu'il avait déplorée tout au long de sa carrière, Brownback choisit la première. Pour lui, la déréglementation est toujours le meilleur remède
Et il alla même jusqu'à se gausser des commentateurs qui accusent le secteur industriel d'agir, tenez-vous bien, en fonction de leur intérêt propre. En d'autres termes, on ne peut porter atteinte au système de libre marché, même si ce même aspect du système que vous passez votre temps à combattre sous prétexte qu'il avilit vos vies et nous éloigne de Dieu, au Kansas, Mammon l'emporte toujours. Un aparté, voici la position de Brownback sur le sujet. Je m'intéresse néanmoins à la vulgarité accrue en tant que problème sociétal. Attendez. Je m'intéresse néanmoins à la vulgarité accrue en tant que problème sociétal. Un responsable n'est pas un seul et unique secteur de la société, mais nous tous réunis en tant que société et en tant que communauté, en sommes responsables. Je me rallierai certainement pas à ceux qui tenteraient d'utiliser notre inquiétude comme commune en légitime à propos de l'indépendance et de la vulgarité croissante dans la société comme un artifice pour imposer des mesures réglementaires dommageables pour la politique concurrentielle, telles que des limites d'accès à la propriété dans le domaine de la radio ou des restrictions sur la propriété convergente de diverses formes de médias quand ce genre de marché ne viole pas la loi antitrust. Ce mélange de guerre culturelle et de capitalisme n'est pas une excentricité personnelle partagée par ces trois individus. Il est inscrit dans le manifeste même du mouvement conservateur du Kansas. J'ai nommé la plateforme du Parti républicain de l'État, pour 98. Déplorant que les signes d'une société décadente soient partout observables, manifestant contre l'avortement, l'homosexualité, le contrôle des armes et l'évolutionnisme. Une théorie par un fait. Ce document dressait ensuite une liste d'exigences aussi favorables à la plutocratie que ce dont l'on pourrait rêver Monsanto ou Microsoft. Cette plateforme réclamait Petit 1. Le remplacement de l'impôt progressif sur le revenu, où les riches payent plus que les pauvres, en faveur d'un impôt identique pour tous. Petit 2. La suppression de l'impôt sur les bénéfices générés par les capitaux, c'est-à-dire sur les profits générés en vendant des actions. Petit 3. La suppression des droits de succession. Petit 4. La non-ingérence de l'État dans le domaine de la santé. Petit 5. La possible privatisation de la sécurité sociale. Petit 6. La privatisation en général. Petit 7. La dérégulation généralisée et la libre activité du système de libre marché sans ingérence de l'État. Petit 8. Le retour des terrains fédéraux au sein des États. Et petit 9. Interdiction de l'usage de fonds publics pour financer les campagnes électorales. Dans la foulée, ce document adoptait le désastreux Freedom to Farm Act, dénonçait le soutien aux prix agricoles et préconisait de remettre la préservation des sols sous la responsabilité des propriétaires. Sans doute par nostalgie de l'époque du fameux Dust Bowl, quand les habitants du Kansas avaient salutairement appris à craindre le Tout-Puissant. Et le Freedom to Farm Act, il est très controversé. Ce document, conçu par l'aile conservatrice du parti, fut dénoncé par le gouverneur du Kansas d'alors, le républicain modéré Bill Graves. Le président du parti au Kansas, responsable de ce programme, fut battu un peu plus tard à l'élection à ce poste par ce même Graves. Aujourd'hui, le Parti républicain du Kansas est contrôlé par les modérés et ne diffuse plus cette plateforme qui n'en demeure pas moins expression concise de la vision politique d'un populisme droitier. Et les Dust Bowls sont une série de tempêtes de poussière qui toucha une partie du Middle West et qui avait déjà subi des sécheresses à répétition sur des terres sûres et mal exploitées. Le Dust Bowl provoqua, pendant la décennie de la Grande Dépression, une véritable catastrophe écologique et humaine. Des millions d'hectares de terres arables devinrent incultivables et des centaines de milliers de personnes durent quitter leur maison. Attardons-nous à présent pour méditer un peu sur ce dysfonctionnement si typiquement américain. Un État est particulièrement frappé par une déferlante de dérégulation, de privatisation et de laisser-faire du type Reagan-Bush. Ces campagnes se désertifient, ces villages se disloquent, ces villes stagnent,
tandis que ces enclaves aisées brillent de tout leur feu derrière leurs grilles surprotectrices. La révolte éclate et l'État fait la une des journaux nationaux et internationaux pour son audacieux mépris des conventions. Mais que veulent réellement ces rebelles? Ils exigent davantage de mesures dits types de celles qui ont causé leur ruine et celles de leurs voisins. Ce n'est pas seulement là le mystère du Kansas, c'est le mystère de l'Amérique tout entière. Le glissement historique qui a tout rendu possible. Mais au Kansas, le glissement est plus spectaculaire que partout ailleurs pour son caractère définitif et extrême. Un peuple qui fut autrefois radical est désormais réactionnaire. Bien qu'il parle le même langage de victimisation, et bien qu'il soit confronté au même type de forces économiques que leurs durs à cuire d'ancêtres, les populistes d'aujourd'hui ont des exigences exactement inverses. Supprimez les programmes agricoles fédéraux, hurle-t-il. Privatisons les services publics. Abolissons l'impôt progressif sur le revenu. Tout ce que demande aujourd'hui le Kansas, c'est qu'on lui donne un petit coup de main pour qu'il se cloue lui-même à cette croix d'or. Fin du chapitre 3. Et on passe au chapitre 4. Vernon d'hier et d'aujourd'hui. C'était sa faute, bien entendu, écrivait l'historien Vernon L. Parrington, en évoquant le triste sort du fermier du Midwest des années 1890. Par sa propre négligence politique, le fermier s'était laissé transformer en bête de somme collective de la société. Alors que le capitalisme perfectionnait son système d'exploitation, il ne s'était pas soucié de réaliser qu'il était personnellement le plus gros dindon que le capitalisme s'apprêtait à plumer. De fait, il avait aidé à tresser la corde qui allait servir à le pendre. Il avait voté l'attribution de terres fédérales à ces chemins de fer qui aujourd'hui le tarabustaient. Il se réjouissait des villes transformées en chefs-lieux de comté, siphonnant les économies de toute une vie. Il envoyait des juristes le représenter au Parlement ou au Congrès. Il lisait les journaux de la classe moyenne et écoutait banquiers et politiciens. Et il offrait son vote à la politique de Whiggery, qui ne pouvait avoir d'autres conséquences que sa propre spoliation. De son enfance pauvre sur une ferme dans les environs d'Emporia, Parrington avait acquis une familiarité certaine avec la pratique de l'autospoliation. Du fait de leur loyauté presque superstitieuse envers l'économie de libre marché, les fermiers de Kansas de son enfance s'étaient rendus complices de leur propre extorsion. Mais l'avènement du populisme fut pour Parrington une sorte d'épiphanie politique. Les gens s'étaient enfin réveillés à la réalité, et les brumeuses invocations au laisser-faire se dissipèrent. En lieu et place s'élevait un nouveau réalisme critique, incarné par cette Marie-Elizabeth Lees, qui conseillait de faire pousser moins de maïs que de colère. Les fermiers avaient désormais acquis une conscience de classe, et Parrington pouvait poursuivre en ces termes. Il s'était engagé dans une lutte de classe. Il parlait le langage du réalisme. Les sophismes et les sirupeuses platitudes politiques des politiciens du comté leur glissaient dessus comme l'eau sur les plumes d'un quindard. Il menait, pensait-il, une grande bataille contre Wall Street et les puissances de l'argent de la côte Est. S'étant engagé à sauver l'Amérique de la plutocratie, il balayerait les chefs-lieux des comtés en enterrant la vieille machine politicienne sous une avalanche de votes qui leur offrit les clés des parlements d'État, leur permit d'élire des représentants et des sénateurs et en exigeant même des pouvoirs plus grands. Parrington participa en personne au soulèvement des fermiers, et lorsqu'il écrivit à ce sujet des années plus tard, dans sa fameuse histoire de la littérature américaine, Main Currents in American Thought, il considérait le populisme comme la première étincelle de l'un des plus grands bouleversements du XXe siècle. Le naturalisme, le journalisme d'investigation et la sainte sociale.
et la satire sociale, qui allait finalement renverser les traditions bonnes manières du XIXe siècle. Parrington semblait penser qu'à sa manière propre, le Kansas était le berceau de la modernité littéraire. On ne lit plus guère aujourd'hui le livre de Parrington, mais il n'est pas inutile de garder en mémoire son progressisme optimiste, ne serait-ce que pour se faire une idée du phénoménal bouleversement qui s'est opéré au cours des 70 années qui nous séparent de la publication de son livre. Les contrastes entre son époque et la nôtre sont suffisamment éclatants et importants pour nous donner un mal de tête durant plusieurs jours. Le Kansas d'aujourd'hui a toujours ses fermiers enragés et ses ouvriers militants, certes, mais lorsqu'ils s'emparent du Parlement de l'État, balayant la vieille garde politicienne, ce qu'ils exigent, c'est plus de pouvoir pour Wall Street, plus de privatisation et par exemple l'abolition des réformes de l'ère progressiste, comme la loi sur les droits de succession. Et pendant qu'ils y sont, ils se répandent en invectives contre le réalisme critique, si cher à Parrington, qu'il considère comme de l'athéisme pur et comme une véritable perversion libérale. Aujourd'hui, le Kansas ne demande qu'à se faire le fossoyeur de la modernité. Parrington croyait que l'histoire des idées s'avançait majestueusement dans une direction spécifique, s'éloignant de la superstition et de l'adoration idolâtre du laisser-faire. Ici encore, le contraste avec ce que nous vivons aujourd'hui est frappant. La religion du laisser-faire économique du XIXe siècle est de retour et les gens l'embrassaient avec plus de fougue que jamais. Pour illustrer ce glissement, il n'est nul besoin d'aller voir au-delà du Kansas lui-même, ou d'un autre de ses enfants, l'économiste Vernon L. Smith, prix Nobel d'économie 2002. Smith a grandi à Wichita. Dans un environnement socialiste, il a raconté à des journalistes que sa mère avait offert son premier bulletin de vote à Eugene Debs et que lui-même avait un jour voté pour le candidat socialiste Norman Thomas. Pourtant, c'est aujourd'hui un turifère du marché, un grand prêtre du capitalisme doté d'une foi inébranlable dans la grande bonté et la grâce de son Dieu. À l'image du Kansas, Smith a changé de camp. Et sa conversion sert des objectifs rhétoriques fort utiles. D'ailleurs, lorsqu'on rencontre quelqu'un qui a affirmé comme Smith l'a fait que les parcs nationaux identifiés au communisme soviétique devraient être vendus aux plus offrants, que toute l'eau à l'électricité devait être privatisée, que le gouvernement gâte tout ce qu'il touche, qu'il faut abolir les programmes sociaux en faveur en faveur des pauvres, que les gens ont un instinct inné pour le commerce, et qu'en conséquence la notion de marché est en quelque sorte inscrite dans le cerveau humain, nous pensons tout naturellement que celui qui tient de tels propos est à la solde de quelques peu scrupuleux conglomérats pétroliers et gaziers. Nous sommes convaincus qu'il propage des idées fallacieuses pour permettre à ses maîtres de récolter les bénéfices de réduction fiscale ou de réglementation environnementale laxiste. Mais si l'on ajoute l'ex-gauchisme de notre homme à ce cocktail sans parler de la fameuse queue de cheval de Smith, nous obtenons apparemment un véritable rebelle et non un vulgaire mercenaire. Il s'intéresse au sort des humbles, il défie les conventions. Quand le Wall Street Journal publia en gros titre «L'énergie du peuple», à propos d'un texte de Smith qui rejetait la faute du désastre de l'industrie électrique californienne sur les dirigeants de cet État, on aurait pu croire qu'il s'agissait d'un économiste qui se souciait enfin des humbles. Une semaine plus tard, l'économiste Lester Tesler de l'université de Chicago corrigeait le pauvre Smith en faisant remarquer que, étant donné les particularités de l'industrie de l'énergie électrique, un vendeur d'électricité ressemblait plus à une entité en situation de monopole que les firmes d'un secteur plus concurrentiel, ce qui est une parfaite description de ce qui s'est passé en Californie. Et donc,
Est-ce qu'il s'agissait d'un économiste qui se souciait enfin des humbles? Ou bien notre première impression était la bonne? La version du Kansas avec laquelle Vernon Smith est le plus à l'aise n'est certainement pas celle du populisme, mais bel et bien celle de Koch Industries, la deuxième plus grande entreprise nationale privée. 6. À Wichita, Koch s'intéresse avant tout au pétrole. Mais cette entreprise est bien plus célèbre pour les activités politiques ostensibles de ses propriétaires que pour ses activités pétrolières. Fred Koch s'intéresse avant tout au pétrole. Mais cette entreprise est bien plus célèbre pour les activités... Non, Fred Koch, le premier de la dynastie, figure parmi les membres fondateurs de la John Birch Society. En 1977, son milliardaire de fils a fondé le Cato Institute. En 1977, le Cato Institute et continue de le financer. Et un autre fils milliardaire, David, s'est présenté comme vice-président sur le ticket libertarien de la campagne présidentielle de 80. L'argent de Koch circule par l'entremise de Triad Management Service, qui offrit un soutien crucial à Sam Brownback durant sa campagne sénatoriale de 96. Pardon. Ce même argent, joint à celui de tant d'autres intérêts pétroliers, a servi à financer la campagne présidentielle de George W. Bush. Plus important encore, l'argent de Koch subventionne la production massive d'idées nauséabondes, de recommandations loufoques en matière de politique économique libérale, visant à appauvrir, voire empêcher le gouvernement d'agir tout en rendant les affaires encore plus juteuses. Lorsque j'ai appris, par exemple, que les élus de droite du Parlement du Kansas proposaient que l'État se défasse de son réseau autoroutier, j'ai immédiatement compris que l'argent de Koch avait, d'une manière ou d'une autre, participé à la conception de cette idée folle. Le principal avocat de la privatisation des autoroutes étant, bien entendu, la très libertarienne Reason Foundation, financée par Koch. Des couveuses intellectuelles droitières telles que le magazine Reason, le Manhattan Institute, le Earthland Institute, les Citizens for Sound Economy et le Democratic Leadership Council ont également été lancés avec l'argent de Koch. Son influence est si fameuse à Washington que certains esprits facétieux ont baptisé son empire intellectuel le Coctopus. C'est l'incarnation même de la fameuse puissance de l'argent, si détestée par les populistes. L'argent de Koch a également été fort utile à l'avancement de la carrière universitaire de Vernon L. Smith. Il a pu entrer à la George Mason University grâce à une bourse de la Koch Foundation. Il y travaille pour le Mercatus Center financé par Koch Industries. Ses écrits sont publiés par le Cato Institute et ses idées extrêmement favorables au marché sont portées au nu par le Reason Institute, dont le site internet affirme que le prix Nobel de Smith prouve magistralement la justesse de ses conceptions. Koch et Smith siègent tous deux au conseil d'administration du Mercatus Center, où ils ont été rejoints par un théoricien du laisser-faire. La liste des professeurs et membres associés du Mercatus, aussi financé assez logiquement par Enron, comporte des figures familières de la nouvelle économie et les politiciens réactionnaires en fin de parcours. Certains articles de Smith valent pour ordre. Croyez Smith, d'autres plus francs prétendent que son prix Nobel et la légitimité aussitôt conférée à ses idées fallacieuses reviennent de droit à Charles Koch, qui, de son côté, déclarait sobrement « La bourse de la fondation Koch s'est révélée un excellent investissement. » Si nos deux Vernon illustrent à merveille le changement de point de vue de la classe intellectuelle,
De mon état d'origine, on constate un constat plus criant encore entre le Kansas d'autrefois et le radicalisme droitier d'aujourd'hui, à travers l'art populaire. Laissez-moi d'abord vous conduire dans la petite ville de Lucas, dans l'ouest du Kansas, où se trouve un très remarquable jardin présentant des sculptures qui illustrent le plus grand de tous les sujets, les conditions humaines. Édifié en béton dans les premières années du XIXe siècle par un vieux type du nom de J.P. Dinsmore, le Jardin d'Éden mêle les récits bibliques à l'immanquable iconographie populiste. Ici, on peut admirer Caïn après le meurtre d'Abel. Non, Cain. On peut admirer Cain après le meurtre d'Abel. Et là, le travail crucifié, cerné par ses bourreaux, le professeur, l'avocat, le prêcheur et le capitaliste. Les gros animaux y mangent, les plus petits, une chaîne infinie d'exploitation et d'oppression. Si ces métaphores sont évidentes, cela n'a pas empêché la maladie d'Alzheimer américaine de frapper cet endroit. Passant par là, il y a quelques années, je remarquai la sculpture d'une pieuvre surplombant une carte du continent américain. Une des tentacules du monstre menaçait le Panama. Un visiteur des premières années du XIXe siècle aurait aussi aisément interprété ce tableau d'une bande dessinée du Kansas Farmer. Qu'une bande dessinée du Kansas Farmer. Une dénonciation par la gauche politique des ambitions impérialistes des différents trusts américains. Mais il se trouve, comme le guide de l'endroit me l'a expliqué, que Dinsmore avait miraculeusement prophétisé la trahison de l'infâme Jimmy Carter, qui, selon la mythologie réactionnaire, a lâchement abandonné le canal. Je ne puis en vouloir au guide pour cette erreur. De nos jours, il est tout bonnement impensable pour les gens du coin qu'un brave type comme J.P. Dinsmore ait pu s'opposer à l'impérialisme américain. Tout le monde sait que ce genre d'idées ne sont que des poses à jeunes fils à papa, amateurs de latte et fréquentant les universités chics, alors que le travailleur moyen se dresse pour défendre l'armée et le drapeau. D'ailleurs, il suffit d'observer une autre collection tout aussi remarquable de sculptures signées par un certain M.T. Liggett, au cours des 10 dernières années, et qui se dresse en bordure de la petite ville de Mullinville, au Kansas. Comme Dinsmore, Liggett est un homme révolté. Son art criard s'impose à vous sur au moins 2 km le long de l'autoroute fédérale 400. Il éclate de fureur avec ses centaines de bras en acier tournant furieusement dans le vent incessant du Kansas. Les sculptures elles-mêmes sont d'ingénieuses caricatures de politiciens constituées d'outils agricoles abandonnés. Mais il n'y a rien d'exagérément subtil ni d'obscur dans le message de l'artiste. C'est l'évangile selon Saint Rush Limbaugh, réalisé en bois et acier et légendé de textes rageurs, quand les sculptures n'expriment pas d'elles-mêmes assez clairement le dégoût de l'artiste. On peut admirer un carrousel fait de carcasses de voitures intitulé Féminazie, une svastika géante portant bottes et perruque blonde baptisée Hillary Clinton, Stig Heil, notre Eva Braun dictatoriale, un marteau et une faucille ornant une caricature du croque-mitaine favori de la droite à la Gingrich, l'agence de protection environnementale, et pour Limbaugh lui-même, une œuvre pleine de tendresse arborant pour sous-titre Rush Président, 1996, Only Free Men Speak. Une hélice géante tourne dans la brise et se moque du programme de santé de Clinton. 4012 pages de vomissures libérales. Tandis que d'autres installations regrettent la secte davidienne et s'en prennent à James Carville, espèce de maquereau imbécile. Le retour du latte HS, tout à fait. Alors, les notes de pas de page. Il y a 2 notes. Non. La secte davidienne, c'est menée par David de Koresh. Cette secte est surtout connue pour la tragédie du siège de Waco, le 19 avril 1993, où plus de 80 membres périrent dans un suicide collectif. Et sur James Carville, c'est un consultant politique. James Carville fut le stratège de Bill Clinton lors de la campagne présidentielle victorieuse de 92.
Le Kiowa County, où se trouve la ferme de Liggett, est l'un des plus pauvres du Kansas. Le revenu médian annuel par ménage y est 22% plus bas que la moyenne de l'État. Comme le reste du Kansas rural, ce comté a été durement éprouvé ces dernières années. Il a perdu presque un quart de sa population entre 80 et 2002. En roulant dans les environs, je suis tombé sur le plus grand puits du monde creusé à la main d'homme, et sur une église convertie en une énième brocante. Mais je n'ai vu quasiment personne sur les routes. Dans la galerie de sculptures de Liggett, on ne trouve aucune caricature des forces économiques responsables de ce qui est arrivé au Kiowa County. Du moins, je n'en ai vu aucune. Aucune représentation de Monsanto ni d'Archer Daniels Midland, avec des cornes ou des crocs gigantesques. Pas de coctopus renfermant son emprise écrasante sur la nation. Et Archer Daniels Midland, c'est un leader mondial des biotechnologies et de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie. Ah non, ça c'est Monsanto, pardon. Leader mondial des biotechnologies et de l'agro-industrie, Monsanto s'est fait une réputation pour ses pratiques prédatrices que l'illégalité n'arrête pas. Ainsi que pour un lobbying agressif, notamment dans le secteur des semences génétiquement modifiées, où cette firme est très impliquée. Une réputation à laquelle Archer Daniels Midland, multinationale américaine de l'agro-industrie, très présente dans le secteur alimentaire et des animaux, n'a rien à envier. Donc, pas de coctopus renfermant son emprise écrasante sur la nation. Ce qui semble, en revanche, avoir scandalisé les habitants de ce comté, c'est l'ingérence supposée de l'administration fédérale qui leur a pourtant permis de maintenir la tête hors de l'eau durant toute la crise récente. Près de 29% du revenu individuel global proviennent d'aides gouvernementales et autres subventions. Rien qu'en aide à la production, les fermiers du Kiowa County ont touché 40 millions de dollars depuis 1995. Et pourtant, ce que souhaite le Kiowa County désespérément et le plus vite possible, si l'art de Liggett peut nous servir d'indice, c'est que les libéraux remballent leur écolo-communisme, leur féminofascisme, leur révolution antichrétienne, et qu'ils lui fichent la paix. Dans le coin, Al Gore n'a rassemblé que 18% des votes, et en 92, le comté a effectivement voté en faveur de la cession avec le Kansas pour se débarrasser une fois pour toutes de ces snobbiards de Topeka. Oui, Monsanto est dans le latte, tout à fait. Quand il parle de la crise récente, il parle pas du Covid, il parle d'une crise qu'il y a eu dans les années début 2000, parce que ça a été édité en 2004, 2005 et 2007, le livre. Et nous, on a une version 2001 et 2013. Penchons-nous à présent sur un dernier constat évident entre l'esprit du vieux Kansas et celui du Kansas moderne. En 1888, la ville d'Ulysse, à l'extrême ouest du Kansas, était engagée dans une lutte sans merci avec une autre ville, avec un autre village des environs, pour avoir l'insigne honneur d'être le chef-lieu du Grand County. Afin de s'assurer cette gloire suprême, censée à l'époque assurer une éternelle prospérité, Ulysse a émis pour 36 000 $ d'obligations. Officiellement, cet argent devait servir à des aménagements urbains. En réalité, il servit surtout à financer la guerre pour l'obtention du titre de chef-lieu de comté, à payer des électeurs professionnels et des tueurs à gages. La ville elle-même avait été fondée par un cousin de Wyatt Earp. Des tueurs à gages mis au service de cette épreuve de force. Bien sûr, Ulysse l'emporta, et après la victoire, la ville décida d'édifier un tribunal de comté, en plus d'un opéra, de 4 hôtels, de 12 restaurants et d'une poignée de saloons, avant de sombrer rapidement dans la décrépitude.
La sécheresse, la déflation et l'attrait de nouveaux territoires firent passer sa population de 15 000 à 40 habitants. En 1908, les obligations arrivèrent à terme pour une valeur de 84 000 $. Pas grand-chose aujourd'hui, certes, mais à cette époque, cela équivalait au tiers de la valeur estimée de la totalité du comté. Pour payer les détenteurs d'obligations de New York, la poignée de citoyens qui demeuraient encore à Ulysse aurait dû supporter un impossible fardeau. Au lieu de cela, tandis qu'ils élaboraient un plan pour déménager la ville, ils décidèrent de jeter les collecteurs en prison. Pauvres mais astucieux, les habitants d'Ulysse démontèrent tous les bâtiments pour les remonter un peu plus loin, dans la prairie, abandonnant aux porteurs d'obligations, comme l'indiquait le guide WPA 1939 de l'État, 40 acres de terrain nus à saisir. Aujourd'hui, les seuls acteurs sociaux capables de ce genre de ruse, ce sont les entreprises. Les entreprises sont mobiles, mais les villes, elles, ne le sont plus. Les entreprises nous extorquent des millions de dollars en obligations, réduction d'impôts, gratuité de l'eau et autres subventions, en menaçant de déménager et d'expédier leurs machines, leurs bâtiments et leurs emplois vers des cieux plus cléments. Un État comme le Kansas qui assiste à la disparition de ses principales activités industrielles dans le vent chaud de l'été est plus vulnérable devant ce genre de stratégie que bien d'autres. Les conserveries de viande trouvèrent très avantageux de marchander avec Garden City et Sprint en tira le meilleur parti avec Overland Park. Toute personne se trouvant en affaire avec Kansas City dans le Missouri, où la limite entre les deux États n'est jamais à plus de 2 pâtés de maison, connaît le pouvoir de cette menace. Quoi qu'il en soit, l'entreprise à laquelle l'État du Kansas associera à jamais ce type de politique d'intimidation est assurément Boeing. En tant que principal employeur de Wichita, Boeing contraint depuis des lustres cette ville, placée dans une situation désespérée, à accepter tout ce qu'il lui impose. En 2003, Boeing décida d'aller pêcher en eau encore plus profonde. Elle décida de mettre les villes en concurrence avant de décider laquelle d'entre elles serait chargée de fabriquer son nouvel appareil 787. Alors, désigné sous le nom de code 7E7. Bien sûr, ce sont plutôt d'ordinaire les entreprises qui répondent aux appels d'offres émanant du gouvernement. Mais dans le cas qui nous intéresse, c'est Boeing qui lançait un appel d'offres auprès des gouvernements des États. Une nouveauté qui déclencha une sorte de compétition intercomptée de la fin du 19e siècle. Non, une compétition inter-administration du type de la guerre pour le chef-lieu du comté de la fin du 19e siècle. La perspective d'emporter la fabrication du 787 provoqua immédiatement une course au plus offrant, aussi bien dans l'État de Washington qu'au Kansas, État dans lequel se trouvaient les plus grosses usines de l'entreprise. Mais bientôt le Michigan, le Texas et la Californie montèrent également sur le ring. Quiconque s'étonne encore de la manière dont les desiderata des entreprises se traduisent exactement dans la législation fédérale ferait bien d'étudier attentivement la bataille concurrentielle qui s'ensuivit. Boeing décréta que la localité qui l'emporterait serait celle qui lui proposerait les meilleures écoles, le plus bas taux d'absentéisme au travail, les meilleurs services, la fiscalité la plus basse, les terrains les moins chers et le soutien de la société civile et des autorités dans sa politique de production. Vous pigez? En tout cas, les États en compétition, eux, ont été vite piégés. Ont vite pigé, pardon. Ils répondirent à ces exigences en se fendant de déclarations d'amour d'un extraordinaire romantisme pour Boeing et de promesses obséquieuses d'éternelle humilité. Les habitants de la région de Puget Sound, se rappelant que Boeing avait naguère accusé l'État du Kansas d'avoir une fiscalité et un coût du travail trop élevé, annoncèrent qu'ils étaient bien décidés à changer du tout au tout grâce à une politique d'incitation fiscale et en promettant de contraindre la trop pointilleuse administration environnementale de l'État à se faire plus compréhensive vis-à-vis de l'industrie. Avec sa franchise coutumière, notre Kansas tenta de suivre la compétition à sa manière humble et typiquement rouge, en déposant tout bonnement de l'argent aux pieds de Boeing. En avril 2003, l'entreprise annonça à cet État
qu'il lui faudra cracher 500 millions de dollars pour pouvoir rester dans la compétition pour le 787. Pourtant, au même moment, le Parlement du Kansas était confronté à une diminution de budget terriblement difficile. Qu'il tellement difficile qu'il espérait gérer en rognant sur les salaires des enseignants et autres habituels dévoreurs de dollars. Quoi qu'il en soit, les politiciens, tous bords politiques confondus, laissèrent immédiatement tomber la matraque et se plièrent aux exigences de Boeing. Ils votèrent un emprunt obligataire du montant de la somme exigée et ajoutèrent une mesure incitative spécifique favorable aux entreprises. Mesures du type de celles pour lesquelles le Kansas aspire à être connu. Même si Boeing devait finalement rembourser la plus grande partie de l'emprunt, la totalité des intérêts serait à la charge des contribuables, c'est-à-dire de ceux-là même qui travaillaient sur le projet du 787. Notons en passant que les salariés ne seraient pas obligatoirement de nouveaux employés de Boeing, mais d'anciens auxquels on attribuerait de nouvelles tâches. La principale innovation de cette proposition était les taxes d'habitation des employés de Boeing qui ne finiraient plus désormais dans le budget général de l'État, mais dans un fonds spécial destiné à rembourser les dettes de leur employeur. Quelle bonne affaire pour les actionnaires de Boeing, et quelle drôle de décision de la part d'une administration confrontée à la pire baisse de budget de son histoire. Mais peut-on en vouloir au Kansas, ou n'importe quel autre État, de réagir de la sorte? Chaque accord de libre-échange signé ces dernières décennies n'a été conçu que dans l'intention de rendre les villes plus vulnérables. Quand on est une ville de taille moyenne comme Wichita, accueillir l'usine géante d'une multinationale est aujourd'hui moins un succès qu'un revolver pointé sur votre tempe. Pour vous rappeler constamment qu'un dirigeant d'entreprise, si par malheur la lubie lui en vient au cours d'un séminaire de motivation quelconque, peut transformer votre cité en une ville fantôme, réduire à néant la vie de ses habitants, la valeur de vos terrains et vos commerces, etc. Pour finir, Boeing décida de fabriquer le 787 à peu près comme il produit ses autres appareils. Une partie du travail sera fait à Wichita et l'assemblage final sera dans la région du Puget Sound. Les obligations et les réductions fiscales votées par le Parlement du Kansas n'ont au bout du compte rien changé, excepté le bilan financier de la compagnie. Pourtant, les dirigeants du Kansas se sont montrés extrêmement fiers du signal qu'ils avaient ainsi adressé au monde. Tous les membres de la communauté des délocalisateurs industriels connaissent désormais la loi Boeing, se vanta le lieutenant-gouverneur de l'État. Ils savent à présent que le Kansas aime les entreprises et aime les emplois. Quelque temps plus tard, le Kansas devrait pourtant prendre l'exacte mesure du respect que le monde de l'entreprise lui témoignait. En juin 2005, Boeing vendait la gigantesque usine dont dépend la prospérité de Wichita. La leçon était cinglante. Il apparaît aujourd'hui qu'une décennie de cadeaux législatifs et la déclaration en amoureux à l'égard du monde des entreprises ont à peu près autant d'effet qu'un bouquet de fleurs adressé à un tueur. Seul le profit réchauffe le cœur glacé de Boeing, dont l'obsession désormais est la sous-traitance. Il ne restait donc plus au Kansas qu'à s'apitoyer sur son sort. Et c'est la fin du chapitre 4, et donc de notre lecture.